Bonjour et bienvenue dans Sous-Sol, un podcast expérience où l'on frotte le sentiment de beauté au monde vivant. Aujourd'hui, on commence par ce qui est le commencement et la fin. Ce par où tout émerge, le sol, l'humus, la terre. On plonge dans tout ce qui grouille, ce qui gratte, se décompose et se recompose. Dans ce troisième épisode, on tire quelques leçons, des enseignements à méditer, des principes pour le design et l'innovation, de l'inspiration et quelques cailloux à garder dans sa poche. Bonjour Léo. Salut Laurie. Alors, nous voici cette fois réunis, tous les deux, pour échanger à la suite de ces deux précédents podcasts. Laurie Barra, sémiologue et chamane. Consacrés à la vie du sous-sol. Et maintenant, après t'avoir écouté, il y a des questions que j'ai envie de te poser, il y a des sujets sur lesquels j'ai encore envie de t'entendre. Et donc ce temps, c'est un temps aussi pour un échange à bâton rompu, voilà, sans beaucoup de préparation, pour continuer à orienter la discussion un petit peu plus sur les questions de design et d'orientation à donner à la création plus largement. Est-ce que ça te va ? Oui, ça me va très bien. Je pense que c'est bien en effet qu'on ait ces temps de maturation, de digestion et puis de fertilisation un peu de la première matière qu'on a posée ensemble. Léo Daguet, Head of Sustainable Innovation et metteur en scène. Et puis en effet, je pense que l'objectif qu'on va, en tout cas la ligne qu'on va essayer de suivre là, c'est essayer de poser quelques principes, alors de façon très humble et voilà, comme des petits points qui s'assemblent petit à petit et qui vont, on espère, donner une image à la fin. Mais après ce premier voyage qu'on a fait ensemble dans le sous-sol, je pense que c'est intéressant de voir ce qu'on en retire. Sachant que l'idée, c'est aussi de poser quelques petites pierres pour que d'autres s'en emparent et que ça soit le début aussi d'une conversation à mener soit sur les canaux qu'on a ouverts, nous, à travers les différents champs de discussion qui sont proposés via YouTube, via Spotify, via SoundCloud, où les auditeurs peuvent aussi amener des ressources, des commentaires, des éléments de discussion. Et puis en vrai aussi, hein. Donc tout à fait possible d'entrer en contact avec nous pour amener de l'inspiration et ouvrir la discussion plus largement, évidemment. Alors, concernant cette écoute, l'écoute que j'ai faite de ta proposition autour du sous-sol, j'ai aimé vraiment ce caractère expérientiel où j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont dites dans les mots et puis il y a beaucoup de choses aussi qui sont dites dans les silences, dans ce qui est proposé à vivre. Et j'ai été touchée, du coup j'ai essayé d'être sensible à ce qui me touchait dans tes mots et derrière tes mots. Et il y a quelque chose qui m'a donné envie de creuser, c'est cette notion d'habitat trace, cet habitat qui se fait en même temps que l'habitant, qui est pas un lieu creux comme ça, qui serait à prendre, qui serait à investir, mais au contraire un lieu qui serait complètement en symbiose avec son habitant et qui évoluerait avec lui et qui n'aurait plus de sens à partir du moment où il serait détaché de ce rapport symbiotique. Et du coup, c'est une question que je me suis posée aussi et que j'ai envie de poser au designer que tu es. À quoi, d'après toi, ressemblerait un design ou une architecture
qui se proposerait justement de travailler sur cette réinvention de l'habitat comme habitat de trace en fait. Ça ressemblerait à quoi d'après toi, un design qui se proposerait de faire ça? Alors, merci déjà merci pour ton feedback et merci pour cette première question qui est super intéressante. Et puis, c'est, je pense, l'occasion aussi pour moi, du coup, de revenir un peu sur ce point-là, sur ce que j'ai raconté sur l'habitat. Peut-être déjà pour tracer une espèce de généalogie du truc. Cette image-là, elle m'est venue notamment en lisant un bouquin de Bruno Latour qui s'appelle Où atterrir, où lui-même part d'une réflexion autour. Alors lui, il part autour des termites et des cafards, parce qu'il part dans un délire autour de la métamorphose de Kafka. Mais du coup, voilà, c'est un peu d'où m'est venue cette réflexion-là. Et puis, c'est vrai qu'en préparant le podcast, je me disais que je n'étais pas non plus complètement satisfait de la manière dont j'ai tranché un peu dans le net en disant grosso modo, nous les humains, on sait que occuper vaguement des espaces sans être en relation et on les habite pas en tant qu'habitants qui rendent habitable l'espace. Parce que je pense que c'est un petit peu caricatural et donc du coup c'est peut-être l'occasion de revenir dessus. Je pense peut-être une première. Alors j'ai pas une réponse parfaite à ta question évidemment, hein, mais peut-être juste pour faire une méditation un peu dessus. Justement, en écrivant le podcast, je me disais, il y a malgré tout, enfin, je pense en tant que vivant que dans tous les cas, on ne peut pas vivre détaché. Donc peut-être qu'on se construit une bulle et peut-être qu'on se construit une représentation de nous-mêmes comme étant indépendants, comme ayant l'air d'être séparés, hein, pour reprendre tes mots. Mais je pense que fondamentalement, c'est pas possible et on le fait juste en supprimant ou en portant pas notre attention sur les liens qu'on a et puis sur les symbioses. Et du coup, particulièrement, moi, je pense que le plus évident, le trait à tirer, le premier, pour moi, je dirais, c'est la question de l'imaginaire ou, disons, l'attachement émotionnel qu'on a à un lieu. Évidemment, quand on habite dans un lieu, même si en effet, on n'est pas tout le temps en train de lécher les murs ou dans la plupart des cas, rajouter à chaque fois des briques et puis construire en permanence son lieu, malgré tout, en fait, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui fait que c'est mon lieu, c'est mon espace. Je sais m'y déplacer, j'y accumule malgré tout de l'invisible, des souvenirs, des émotions, etc. Donc voilà, peut-être déjà en premier point, je dirais que c'est déjà là, et à mon avis, et ça ne peut être que là, parce que on vit, on est vivant, quoi. Donc voilà, ça ce serait un premier bout de réponse. Peut-être pour partager une expérience dans cette direction-là, une expérience personnelle. Moi, je me suis fait opérer de la myopie et pendant un long moment, c'était une opération assez difficile, pendant un long moment, j'ai dû vivre les yeux fermés. Enfin, un long moment, c'est quelques jours, mais voilà, quand même, ça paraît très long. Et en fait, ça m'a assez étonné, en fait, la facilité. Alors, c'était pas une expérience très agréable, hein, au global, mais en tout cas, ce qui m'a étonné, c'est la facilité avec laquelle j'ai pu continuer d'interagir, de me déplacer, de vivre, d'habiter l'espace dans lequel j'habite, alors qu'il était restreint, hein, ça restait à l'intérieur de la maison, je ne me serais pas aventuré dehors, mais par contre, j'ai eu aucun mal à me déplacer dans cet espace-là. Et pour moi, c'est donc une trace, il y a déjà une trace d'un grand nombre de liens, et simplement peut-être je dirais une première manière de répondre à ta question, serait dire de les remettre en avant parce qu'ils sont là, et en tout cas, ils existent dans tous les cas au niveau de l'invisible. Donc voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais partir dans un long monologue, mais donc voilà, je lui mettrai une première piste de dire déjà observons ce qui est déjà là, plutôt que nous penser comme absolument détachés, et puis tirons ces fils là. Mais du coup, je te renvoie un petit peu la balle. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette notion d'habitat? Et puis, toi, tu l'as traité aussi avec un angle
un peu en résonance de ce que j'ai raconté, avec justement cette histoire de par où tout démarre, d'avoir l'air d'être séparé. Donc toi, comment tu vois ce sujet-là, de, d'avoir une capacité à se distinguer, à se différencier, ou au contraire parfois à revenir, à refusionner. Et donc voilà, pour te renvoyer la question, toi, du point de vue de l'habitat, comment est-ce que tu vis ça, et comment est-ce que tu penses c'est un sujet qui peut être travaillé? Euh, Moi, ce qui me paraît central dans cette proposition-là que tu fais, et ça dépasse à mon avis très largement la question de l'habitat, c'est la question des métaphores qu'on utilise pour l'usage qu'on fait des choses, en fait. On habite l'habitat comme le prolongement de notre corps. D'ailleurs, on a des métaphores pour parler de notre habitat, on a des images pour parler de notre habitat, qui sont des métaphores issues justement de l'expérience du corps, hein, ou du corps de l'autre d'ailleurs. Par exemple, quand on dit chez moi c'est mon cocon, voilà, on parle, elle est forte cette métaphore parce que justement elle raconte bien comment on le vit l'habitat. Un bon habitat, c'est un habitat qui fait cocon. Donc une partie de moi qui serait capable comme ça de tisser à partir de ma propre matière une extension de moi-même qui me permettrait d'élargir mon champ d'expérience, hein, de moi-même en quelque sorte. Donc un habitat, c'est forcément une extension de moi. Voilà. Mais on est en droit de l'interroger, cette métaphore-là. On pourrait choisir complètement autre chose. On pourrait imaginer, je sais pas, hein, je vais pas très loin dans la métaphore, mais ne serait-ce que décaler l'idée que l'habitat peut être un véhicule, par exemple, ça change complètement la modalité. Et c'est justement en explorant cette métaphore-là qu'on a inventé le camping-car, par exemple, ou la tente. Donc la tente, c'est plus ancien que la maison. Donc ça prouve bien que on fait évoluer nos usages aussi parce qu'on fait évoluer l'histoire qu'on se raconte à propos de ces objets. Donc ce qui m'intéresserait, ça serait justement de questionner ces métaphores qui sont tellement ancrées en nous en fait qu'on les voit pas, hein, on les voit plus. Et qu'est-ce que ça veut dire habiter ? Qu'est-ce que ça dit aussi de ma relation avec l'objet qui est à l'origine de la métaphore, hein, parce que ma façon d'habiter ma maison, ça raconte aussi beaucoup de choses sur ma façon d'habiter mon propre corps. Et si on est en questionnement par rapport à ces relations-là, eh ben c'est un double bénéfice, hein, c'est-à-dire que non seulement on peut imaginer d'autres formes d'habitat qui seraient peut-être plus satisfaisantes et qui répondraient mieux aussi aux problématiques d'aujourd'hui, aux problématiques de vie d'aujourd'hui, qui sont beaucoup moins finalement dans la préservation de l'intimité, de l'individualité, de la sécurité de ma frontière individuelle personnelle. En fait, on vit dans une société qui est très 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 regardante déjà sur ces sujets-là, de la préservation de la liberté individuelle. Donc peut-être que là, on pourrait un peu lâcher du mou sur la question de l'habitat pour aller vivre autre chose, hein. On entend beaucoup parler du fait que les gens sont isolés dans leur vie, qu'ils manquent de rapports humains authentiques, de moments de joie, de moments de rencontres profondes, etc. Donc peut-être que l'habitat, ça pourrait être ce genre d'interface, justement, à condition de changer la métaphore, de sortir de cette métaphore du cocon. Si la métaphore, ça devient celle de l'interface, hein, que mon espace d'habitat, c'est au moins autant une interface vers d'autres qu'une interface vers ma propre intériorité, il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent se vivre, hein. Normalement, c'est à ça que sert jardin, par exemple. Jardin, dans certains usages, hein, pas dans tous, loin de là, il y a aussi des jardins très intimes, mais le jardin, ça peut être aussi le jardin où on reçoit. Voilà, donc il y a aujourd'hui des tentatives qui sont faites, hein, en termes de design social et d'architecture, justement de créer des lieux où finalement l'espace de vie commune est la part belle, hein, dans la conception, alors que les espaces intimes sont vraiment des lieux de repli qui peuvent être hyper cocon justement, mais à qui on fait pas la place centrale. Ouais, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que si on essaie de changer de regard sur l'habitat, c'est vrai qu'on a tendance assez naturellement, de manière spontanée,
à le penser comme tu le décris, c'est-à-dire comme une extension de l'individu, une extension du corps. Donc en partant, ça part quand même de jeu et ça part de l'ego, dans la vision classique qu'on en a. Et puis voilà, puis après ça va de les photos de mes voyages, de mes chats, de mes décorations de Noël à l'extérieur, machin. Donc voilà, mais du coup il y a ce point, il y a cette espèce de vision en cercle concentrique, quoi, où voilà, au centre il y a moi, et puis il y a des cercles, et plus on augmente le rayon, plus on est en effet, moins on est intime et plus on est exposé socialement. Je trouve ce qui est intéressant dans ce qu'on a fait tous les deux sur nos 2 épisodes, je retrouve une envie un peu de retourner justement ce regard-là, et donc de ne pas partir forcément de la vision euh, spontanée, individuelle, un peu égocentrique qu'on peut avoir d'habitude. Et du coup, je trouve que les lignes que tu traces là, elles invitent pour moi à essayer de penser l'habitat d'abord comme une colonie, c'est-à-dire partir de ce premier point de vue, un peu comme on l'a fait sur le sol. Donc d'abord le regarder en tant que totalité, donc d'abord le regarder en tant qu'il est une colonie, et puis ensuite évidemment qu'il doit donner un certain nombre de fonctions, et notamment de protection et d'interface du corps depuis lequel je parle, mais voilà, essayer de le regarder d'abord comme une espèce de fonction de colonie, et puis ensuite en déduire certains principes, mais partir de là plutôt que de partir forcément du point de vue individuel, quoi. J'aime beaucoup cette notion de fonction de colonie que je note pendant que je t'écoute sur mon petit carnet. Oui, alors si on continue à jouer ce jeu de miroir entre les métaphores, c'est-à-dire le corps est une métaphore de mon corps, et du coup il me raconte aussi plein de choses sur mon vécu, moi, de mon corps. Et si j'écoute ce que tu dis, à savoir que effectivement l'habitat il est une espèce de, de reflet multidimensionnel, fragmenté de ce que je suis à travers mes objets, à travers mes photos, qui renvoient tous un aspect de ce que je suis. Si on applique cette fonction de colonie à l'appartement, on voit ça très bien apparaître. Mais du coup, je le renvoie à mon expérience de moi-même, et ça me renvoie que moi-même, je suis une colonie. Et que cette notion d'individualité, elle est non seulement à questionner dans sa structure extérieure, dans sa structure relationnelle, comme on peut le faire dans le sol, où on est en droit de s'interroger sur le fait que ces êtres du sous-sol vivent l'expérience de l'individuation de la même manière que les êtres de la surface. Mais de toute façon, en tant qu'être de la surface aussi, on peut se poser la question de savoir, mais cette individuation, elle parle de quoi exactement? Est-ce que cela représente comme une sorte de noyau atomique à partir duquel les choses rayonnent de manière concentrique, comme tu dis? Ou bien, au contraire, est-ce que c'est une membrane qui contient une colonie? Et que finalement, ce qui dit je, quand on parle d'ego, est-ce que ça serait pas cette membrane qui contient ce chaos? Alors le chaos, on y reviendra certainement à un moment ou à un autre dans ces podcasts, puisque cette notion, elle est puissante, elle est plus riche que ce qu'on imagine. Mais il y a cette idée d'une multiplicité, d'un étang complètement fragmenté, complètement multiple. La multiplicité, comme dit Deleuze, il dit il faut arrêter d'utiliser le mot multiple comme un adjectif, ça ne peut être qu'un substantif, il n'y a que la multiplicité, et je pense qu'il parle de ça. Il parle de cet étang, avec un grand E, multiple, qui se vit comme un ensemble, mais dans toute sa multiplicité. Et ça me fait penser à un psychiatre et psychanalyste qui s'appelle Jean Houry, qui est un des pères de la psychothérapie institutionnelle, qui est un type vachement intéressant, qui a créé un lieu qui s'appelle la clinique de la Borde dans les années 80, enfin 70, avec Félix Guattari, le pote à Deleuze. Enfin bref, c'est tout ce cénacle-là. Et en fait, Houry, il a beaucoup travaillé sur des psychotiques, sur des cas très très lourds. Et du coup, il a essayé de comprendre ce que ces gens vivent. Et justement, il parle de ça. Il dit, c'est un peu comme si on était tous en train de faire l'expérience
d'une espèce de trou noir au centre de notre être qui est en fusion et en délire permanent, en fait. Et puis, il y a ceux qui ont une membrane suffisamment imperméable pour contenir tout ça à l'intérieur d'un ego. Et puis, il y a ceux qui ont la membrane qui fuit. Et les psychotiques, ils ont la membrane qui fuit. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la membrane, elle craque, quoi, elle est trop poreuse, et du coup, ce chaos, cette multiplicité se déverse à l'extérieur, et c'est ce qu'on voit dans la psychose. Voilà. Ouais, oui, ça va. Pour rester un peu sur cette ligne-là, aussi cette réflexion sur l'habitat, ça m'a amené à regarder un sujet alors qui est dramatique, hein, mais c'est ce qu'on appelle, je crois, le syndrome de Diogène. C'est cette, alors je sais pas comment le qualifier, mais cette manie d'accumuler des objets, des déchets chez soi. Et du coup, peut-être, enfin, au regard de cette conversation, je devrais peut-être regarder cette tendance-là, qui à nouveau peut être vraiment dramatique, mais déjà, finalement, c'est une manière, alors comme un reflet négatif, mais c'est vrai que ce qui s'approche le plus de je rends habitable mon habitat et j'agis dessus, c'est ce syndrome-là. Alors dans un sens destructeur, parce que du coup, je pense qu'il y a un côté de le rendre justement plus du tout habitable, quoi, et me faire écraser par mon habitat. Mais je trouve c'est intéressant de regarder ce syndrome-là. Au regard de ce que tu dis, tu vois, avec cette réflexion sur la multiplicité, et puis avec du coup cette fuite la totale, et on ne sait plus qu'est-ce qui fuit. Est-ce que c'est l'habitat qui est en train de fuir sur moi, qui est en train de m'écraser? Est-ce que c'est moi qui suis en train de fuir et de me diffuser? Où est-ce que je commence? Où est-ce que je m'arrête? Je trouve qu'il est dramatiquement matérialisé dans l'espace, et il prend une dimension du coup très, je trouve, très de l'ordre de la colonie, et très proche de ce que font des fourmis, de ce que font des termites dans ce syndrome-là. Et je trouve qu'il il est terrible et il est génial ce syndrome de Diogène, parce que évidemment il évoque des vécus intérieurs qui sont très spécifiques à la personne, hein, mais il parle aussi beaucoup du monde dans lequel on vit. Moi, je me demande dans quelle mesure notre société, elle souffre pas globalement du syndrome de Diogène aussi, hein. Il y a qu'à regarder en ce moment ce que donnent les grèves des éboueurs dans les villes en France en 2022. Ça ressemble fort à un syndrome de Diogène à l'échelle d'une ville, quoi. Ça déborde de partout. Et je trouve que ça pose aussi la question du produit. Au sens d'adjectif, ce qu'on produit, et puis du produit en tant que substantif, hein, qu'on a carrément institué. C'est toujours, il faut être toujours très attentif quand on substantifie des adjectifs. Le produit est devenu en tant que tel un objet. On a figé le processus, hein, voilà. Donc le produit, il servait à quelque chose avant. Il était un maillon d'une chaîne. Aujourd'hui, il est devenu une fin en soi, hein. Donc le produit vaut par lui-même. C'est justement un des points auxquels j'ai pensé en écoutant tes mots. Tu disais que justement on regarde les arbres comme non pas comme des états transitoires, c'est-à-dire comme des processus, on les voit comme des produits qui sont là pour être saisis, utilisés, etc. Et je me demande justement si le syndrome de Diogène il raconte pas ça aussi, c'est-à-dire regarder toutes ces choses finies. Et regardez comment par la pourrissure quelque part, et on peut les remettre en processus. Alors c'est complètement paradoxal, hein, parce que justement dans le syndrome de Diogène, il y a un immobilisme, il y a une immobilité, mais en même temps c'est quelque chose qui se constitue aussi. C'est très paradoxal comme attitude, mais si on regarde dans notre société, on vit le même problème. On continue de produire, on continue d'entasser, alors qu'on ne sait pas se débarrasser des déchets. Alors ça, c'est une autre question, hein, c'est une des grandes questions de l'éco-design. Comment on fait pour sortir de cette logique infernale? Et moi, ce que j'avais en tête comme ça, sans rien inventer évidemment, mais je suis sûre que tu auras des choses à dire là-dessus, et puis peut-être nos auditeurs aussi. Ça serait quoi? Cesser de designer des produits
Comment tu vois les choses? Est-ce que ça serait quoi l'alternative? Si on arrêtait de designer des produits, qu'est-ce qu'on pourrait designer? Oui, bah, merci d'arriver à ce point-là. Je pense qu'en effet, le lien avec le syndrome de Diogène, il nous amène assez naturellement là-dessus, parce que c'est vrai que si on zoome, on dézoome d'un coup, on se retrouve avec une planète qui est en effet en train de ressembler à un appartement euh, dans le cadre d'un syndrome de Diogène. Donc je pense que moi en tout cas, à nouveau humblement là-dessus, après la petite exploration que j'ai faite, je pense il y a un point sur la durée de vie et à regarder, et puis il y a un point sur remettre un peu les échelles en fait. Ce que je me dis, c'est que dans la relation entre un utilisateur humain et puis un produit, il y en a l'utilisateur humain qui va, en tout cas l'expérience qu'il en fait, l'expérience consciente que cet utilisateur humain fait de ce produit-là, cette expérience consciente, elle va s'arrêter à un moment. Parce que l'utilisateur, il va finir, même si le produit, il le garde et il l'expérimente toute sa vie, il y a un moment où il y aura la mort et l'expérience du produit n'existera plus. En tout cas, pas sous cette forme. Mais dans la plupart des cas, le produit, lui, il est toujours là. Et en fait, je pense déjà, il faut remettre ce truc d'échelle, de se dire, et alors sans prendre les exemples que tout le monde connaît, des durées de vie, des polymères, etc., qui vont se dégrader après des milliers d'années. Donc, évidemment, il y a ces échelles-là, mais plus largement, pour tout produit, en fait, on doit considérer il se réduit pas du tout à l'expérience qu'en est faite par son propriétaire, la personne qui l'utilise, etc., etc. Il a de toute façon un avant et un après. Et un après qui est l'après juste du point de vue de l'utilisateur, qui n'est pas du tout l'après du point de vue du produit. Pour lui, c'est juste la continuité. Et cet après, ben, il peut rester dans une forme assez proche de celle qu'était le produit. Hein. Donc là, je reviens sur mes polymères qui restent à peu près inchangés pendant des milliers d'années. Ou alors, bah, il peut se dégrader, être digéré, être repris, etc., etc. Donc déjà, voilà, je pense qu'il faut déjà repositionner un peu le regard. Et c'est vrai qu'un principe fort de design, c'est de designer du point de vue de l'utilisateur, d'avoir un design centré humain. C'est très important. Et je pense que c'est aussi important d'avoir un design, je ne sais pas comment l'appeler, décentré, ou alors centré là dans le cadre de nos discussions sur le sol, pour se dire, ok, mais concrètement, si on prend le point de vue qui est le point de vue, je ne sais pas exactement comment le qualifier, réel, matériel, concret en fait de l'objet, ce point de vue-là, c'est que il est un état transitoire de la matière et il vient de quelque part et il repart quelque part, et puis le cycle est à peu près fermé parce qu'on n'a pas des objets qui tout d'un coup se désorbitent et puis sortent complètement du système. De toute façon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire sortir. Donc voilà, c'est vraiment un premier bribe. Mais en fait, déjà, je pense qu'il y a il y a un point de posture sur regarder les choses un peu plus du point de vue de ce qu'elles sont, plutôt que du point de vue de la manière dont nous, les humains, ou la manière dont nous, les utilisateurs, les percevons. Il y a quelque chose que j'aimerais bien ajouter aussi, c'est que très souvent, on a tendance à répondre à la problématique du design de produits par la réponse du design de l'expérience. Hein. On sait que ça fait déjà pas mal d'années que les producteurs de voitures ne produisent plus des voitures, mais de la mobilité, hein, de l'expérience de mobilité. Que les fabricants de téléphones produisent des expériences de communication, etc., etc. Donc il y a une espèce de glissement comme ça du produit vers l'expérience, comme si ça faisait disparaître le produit. C'est pas le cas, d'une part. Et puis, je trouve que cette question de la persistance
comme j'emploie persistance vraiment dans le sens de persistance rétinienne, quoi. Le truc qui reste alors qu'on n'en veut plus, quoi. Le truc qui reste alors que on est déjà passé à autre chose, mais ça persiste. Cette trace-là, on la voit très bien dans le produit, hein, c'est le déchet. Mais je me demande aussi dans quelle mesure il n'y a pas du déchet expérientiel. Et où en fait, on est aussi dans cette forme de déchet-là, qui est pas du tout visible, ou beaucoup moins, mais qui nous freine aussi et qui nous empêche d'aller plus loin dans notre devenir. Voilà, donc j'encourage vivement, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus, hein, mais j'encourage vivement les créateurs et les designers à penser ça, à penser aussi au cycle de vie de l'expérience et à la fin des cycles de l'expérience. C'est-à-dire quand est-ce qu'on peut estimer qu'une expérience est achevée et qu'elle laisse la place à du nouveau et qu'elle laisse autant que possible une place propre pour du nouveau, fertile. Ouais, c'est un bon point. Et puis c'est vrai que se poser la question de l'expérience, d'où elle vient, puis où elle retourne, une fois qu'elle a été expérimentée. Alors ça peut sembler un peu bizarre comme questionnement, mais je trouve que c'est assez fertile de se poser ces questions-là. Et puis c'est vrai que si on regarde un tout petit peu dans les pratiques culturelles qui impliquent des expériences, des rites, un mariage, des enterrements, ce que je constate, c'est que donc c'est des expériences qui ont des rôles assez importants et qui sont où en général il y a une certaine précision dans l'exécution et dans le design de ces expériences-là. Et ça me donne le sentiment en t'écoutant qu'en effet ces expériences semblent être à manier avec une certaine précaution et qu'en effet il faut prendre en compte les effets qu'elles peuvent avoir, qu'elles peuvent susciter et quand même un petit peu se méfier. Et du coup, ça, voilà, et ça, bon, du coup, ça m'emmène sur un sujet que j'aime bien, qui est René Girard, mais parce que c'est vrai que si on suit, enfin, c'est un peu une des logiques suivies par Girard dans La violence et le sacré, qui est que, alors, il y a tout groupe humain, à un moment, peut risquer de se retrouver dans un emballement de la violence qui peut conduire à sa destruction. Et justement, les rites et le sacré sont là pour essayer de canaliser cette violence-là et l'expérience qu'en est faite. Et donc, ils ont une fonction qui est juste de l'ordre de la survie, en fait, et qui est juste fondamentale. Et donc, du coup, la gestion de ces expériences-là, elle doit surtout pas être laissée au hasard. C'est beaucoup trop risqué pour le groupe. Et c'est vrai que c'est des points qu'on regarde pas trop parce que on semble avoir, j'ai l'impression, un rapport un petit peu relâché avec le sacré. Donc on prête peut-être un peu moins attention aux rites qui sont toujours là. Hein. Et peut-être il y a le risque peut-être de galvauder certaines expériences et puis en effet du coup de s'exposer à des choses auxquelles on faisait bien attention jusque-là et puis auxquelles qu'on peut se mettre à oublier. Et du coup, c'est vrai que voilà, une expérience, qu'est-ce qu'elle me fait, qu'est-ce qu'elle transforme et qu'est-ce qu'elle déclenche après. Et en effet, il y a peut-être certaines expériences à ne pas reproduire chez vous, ou en tout cas qu'il faut mettre sous une petite cloche de verre là, à n'ouvrir qu'en cas d'urgence. Donc il faudrait être capable aussi de prévoir un sol pour chaque produit et pour chaque expérience. J'entends par sol un dispositif de recyclage en fait, de retour au collectif, de retour au symbiotique. Et ça pourrait être un design principles fondamental, hein, je trouve, qui serait vraiment évidemment à préciser, à retravailler, à adapter, à approfondir, à rendre plus intelligent et plus compréhensible, mais cette idée qu'on ne peut créer, on ne devrait être autorisé à créer que dans le lien, en fait, que dans le lien à l'ensemble, en fait,
que en mesurant ce qu'on prend, ça, on commence à avoir un petit peu de la conscience là-dessus, hein, sur le sourcing des matières premières, etc. On est au balbutiement, mais quand même, c'est conscientisé. Et aussi à comment on rend, mais non pas seulement dans une logique de somme à valeur nulle, hein, où j'ai pris, je rends, et à la fin, il n'y a plus rien. Mais au contraire, en se disant à quoi tout ça aura servi au bien de l'ensemble. En quoi je serais venu nourrir le terreau. Comme tu le racontes à propos des arbres, où l'arbre il va prendre de la place, il va couvrir le mètre carré de sol et va le priver de la lumière. Ok, c'est d'accord, parce que on sait que à la fin, si le sol est privé de lumière, on va lui restituer, comme tu disais, 500 fois plus en nutriments, en ouverture, en aération du sol, etc. Donc il faudrait toujours être dans la logique de l'arbre, du contrat entre le sol et l'arbre, qui est qu'il ne devrait y avoir création qu'à la condition qu'il y ait plus après qu'avant. Alors plus, pas au sens quantitatif, hein, plus au sens qualitatif peut-être, hein. Mais ça pose la question de la frénésie de la création, c'est-à-dire au fond, mais pourquoi est-ce qu'on crée? Où ça va cette création? Est-ce que vraiment la création vaut en tant que telle? Est-ce que c'est c'est un droit fondamental qui justifie qu'on oublie de se poser la question de qu'est-ce que j'apporte au bien commun? Ouais, je pense que c'est un bon design principle, cette question. Dis-moi quel est ton sol, où est-ce que ça retombe, et, euh, et pour revenir sur les expériences, hein, c'est assez flagrant, quand je disais à manier avec précaution, c'est assez flagrant avec les enfants, hein, après certaines expériences, il y a besoin que ça retombe justement, et il y a besoin que ça se décharge. Et donc, en effet, où est-ce que ça doit se décharger? Si possible, pas dans une décharge. Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on fait de la décharge? Je pense que c'est une bonne question. Quel est ton sol? Où est-ce que ça va? D'où est-ce que ça vient? Et puis, qu'est-ce qui pousse après? Et du coup, c'est assez contraignant et assez complexe, hein. Surtout, c'est beaucoup plus simple de se penser en hors sol, de se penser en lévitation, un peu en linéaire. Et j'ai l'impression qu'on est un peu câblé comme ça, et que ça va plus vite et c'est plus simple. Par contre, je pense que ça fonctionne pas de toute façon. C'est-à-dire qu'à un moment, enfin, comme on a dit tout à l'heure, à un moment, ça va retomber. Donc, avoir comme principe d'inclure dans le projet, dans le produit, dans l'expérience, d'inclure la redescente, je pense que c'est en effet un bon design principle, et de se forcer à inclure la redescente. Il y a des cas où on le fait, hein. Je reviens sur mon histoire de mariage là. Souvent, il y a en général, on fait le brunch le lendemain là. Je trouve que c'est un bon exemple de gestion de la redescente, quoi. Il s'est passé plein de choses pendant le mariage. C'est un moment très risqué, hein, très honnêtement. Ça peut partir en vrille. Toutes les personnes qui se sont mariées ou qui ont le projet de se marier, je pense, ressentent cette tension-là. Et peut-être que le brunch, j'aimerais voir le brunch. Alors, je suis désolé, c'est une vision un peu comment un peu classique du mariage bourgeois, on va dire. Mais peut-être je regarderais le brunch d'après le mariage comme une des techniques de redescente, pour remettre tranquillement tout ça au sol, avant de clôturer le rituel. Et voilà, j'ai l'impression que là, il y a peut-être un cas d'utilisation du design principle, mais je pense que c'est en effet une bonne ligne à suivre. Bon, j'espère que les auditeurs apprécieront le parallèle osé entre la cérémonie de mariage et la free party.
hein, qui apparaît de façon magistrale autour de cette notion de redescente, parce que le mot redescente, il est bien connu des usagers de drogues psychédéliques. Hein. La redescente, on sait ce que c'est. La redescente, c'est justement le moment où les effets du psychédélique, LSD par exemple, dans les fêtes, commencent à devenir problématiques souvent. C'est le moment où justement les tensions apparaissent, les gens ne se sentent pas bien, donc la violence émerge, René Girard arrive, explique aux gens que vite, il faut du sacré. Et justement, c'est toute la différence aussi entre la free party pas forcément très bien organisée et la free party très bien organisée qui est la cérémonie chamanique, quelque part. Les anthropologues qui m'entendront vont me taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Il y a quand même, il y a une vraie, il y a un vrai prolongement entre ces deux univers que sont la rave party et le monde chamanique. L'un étant la recherche probablement le premier étant la recherche du second probablement. Enfin quelque chose comme ça. En tout cas, dans le design rituel de la cérémonie chamanique. Et la redescente fait pleinement partie de l'expérience. J'aurais tendance même à dire quelle est la finalité de l'expérience. C'est-à-dire que dans les cérémonies, alors restons dans le cas de l'expérience psychédélique, hein, c'est pas ça ne couvre pas l'ensemble de ce qui est l'expérience chamanique, loin de là, mais restons sur cette métaphore-là. Si pendant une cérémonie chamanique vous ingérez une substance psychoactive, il y a la montée, alors ça c'est un autre sujet, hein, mais déjà c'est quelque chose aussi qui se gère. Vous avez l'expérience en elle-même qui est ce qu'elle est, qui est spécifique à chacun, et il y a la redescente qui est le moment du retour au collectif. C'est-à-dire où l'expérience vécue par chacun, le voyage qui a été vécu de façon individuelle par chacun, va venir retourner à l'expérience tribale, collective, pour nourrir les uns les autres. Et très souvent, en fait, dans les voyages que les uns et les autres ont fait, il y a des cadeaux pour tout le monde, en fait. Donc c'est très important ce temps de partage aussi, parce que cette redescente, c'est pas juste gérer le bien-être individuel et empêcher l'individu de partir dans le mal-être, c'est aussi un moment de partage. Et donc c'est la finalité. C'est justement en finir avec l'expérience individuelle et retourner à l'état collectif qui est l'état par défaut, normalement. Voilà. Et donc l'expérience chamanique, en fait, c'est un temps individuel, mais qui est très maîtrisé dans un vécu quotidien qui est un vécu du collectif. Voilà. Ouais, moi je vais parler de mon expérience chamanique à moi, qui est mon rapport au théâtre. Je sais que c'est un sujet qu'on pourra continuer de tisser au fil des conversations, mais je vois aussi un moment de redescente dans le théâtre. Alors, à la fin, hein, c'est un moment qui est toujours qui est assez codifié, qui est très intéressant, qui est ce moment où, dans la quasi-totalité des cas, on éteint les lumières, il y a quelques secondes de noir, et puis les applaudissements. Et puis ce moment, il est très fort. Alors ça dépend des pièces, ça dépend, mais ça peut être un moment qui peut être très très intense. Pour moi, tel que je le vis, c'est ce petit moment de flottement avant que ça applaudisse. C'est un moment, alors moi je l'ai vécu un peu dans toutes les positions, du côté du metteur en scène, du côté de l'acteur, du côté du spectateur. On le vit pas de la même manière, selon ce qu'on attend, selon ce qu'on recherche, selon l'état dans lequel on est. En tout cas, du point de vue du spectateur, moi je trouve ce moment-là comme un moment, en effet, une forme de finalité de l'expérience totale, même si l'intégralité de l'expérience théâtrale est passionnante. Ce moment-là, un petit peu de flottement, où voilà, c'est le truc a été lancé en l'air, et puis il est au bout de sa course de chute libre, et puis il flotte un moment, il contemple l'immensité de l'espace, et puis il va replonger. C'est un moment qui est magique, et je pense qu'on peut le regarder en effet comme un moment magique, après plusieurs heures parfois d'une expérience quand même qui dilue assez fortement les limites de l'ego. Hein. Où est-ce que je suis quand je suis au théâtre, c'est une question passionnante. Je pense qu'on pourra revenir dessus. Ouais. Donc après tout ce moment-là,
en fait, vivre cette période de transition, donc ce petit moment de silence, puis les applaudissements qui viennent gentiment nous remettre dans ce collectif, dans ces corps-là, dans ces polarités. Voilà, j'ai 2 mains, c'est bon, j'ai tout retrouvé mon corps. Et puis ça résonne ensemble. Et voilà, pour moi, il est aussi de l'ordre de cette redescente. Et j'ai l'impression en tout cas dans les expériences théâtrales fortes que moi j'ai pu vivre, j'ai l'impression qu'on y célèbre tout à la fois, parce que de toute façon il n'y a plus vraiment de séparation, mais on y célèbre évidemment le spectacle qu'on a vu, le travail de ceux et de celles qui ont contribué. J'ai l'impression qu'on y célèbre ce qu'on a vécu, soit ce qu'on a vécu collectivement, et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a un petit côté c'est bon, on est encore là et on célèbre quand même ce fait-là. Dire bon, on revient quand même à quelque chose auquel on est habitué. Et j'ai l'impression qu'il y a tout ça mélangé, et je trouve que ça rebondit assez bien sur ce que tu décrivais de l'expérience chamanique. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on conclue là-dessus. J'aime beaucoup l'idée que le sol, ça soit un équivalent du collectif, quelque part. Et que les créateurs, les designers, quand ils sont dans leur processus, n'oublient jamais de designer du sol, c'est-à-dire de designer du retour au collectif, et en y ajoutant cette notion de célébration que je trouve cruciale, quel que soit l'univers dont on parle là, que ce soit le théâtre ou le chamanisme, il y a encore ce point commun-là, ce temps de la célébration. Et qu'est-ce qu'on célèbre dans ce retour au sol, dans cette redescente au sol? Eh ben, on retrouve, et c'est là que c'est merveilleux, on retrouve la créativité individuelle, justement, la créativité de l'arbre, sa spécificité, son unicité, en fait, sa beauté spécifique, qui fait qu'aucun arbre ne ressemble à un autre, et qu'aucun humain ne ressemble à un autre, et qu'aucun individu ne ressemble à un autre, parce que l'individualité, c'est d'abord une expérience de créativité. Et comme tu disais à propos des arbres, ça surgit et puis ça retombe. Et les humains, ça surgit et puis ça retombe. Et voilà. Et donc ce retour au sol, c'est aussi une façon de célébrer la créativité individuelle, l'individu dans toute sa beauté. Et ça peut être la même chose pour un projet. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer qu'à un moment donné, au lieu de vouloir à tout prix continuer à faire vivre des projets qui devraient pouvoir avoir le droit de mourir de leur belle mort, parce qu'on voit beaucoup ça dans les organisations, dans les compagnies. Comme disent les Américains, on continue à chevaucher des chevaux morts depuis trop longtemps, en parlant des projets. Ils mèneront plus nulle part, mais on continue à leur donner des coups d'éperon pour essayer de les faire avancer quelque part. Bon, à un moment donné, on pourrait aussi organiser des cérémonies de retour au sol où on célébrerait tout ce qui a été produit et toute la spécificité, la créativité d'un projet, pour qu'il puisse aussi amener de la fertilité pour la suite. J'aime beaucoup l'idée. Merci Laurie, je pense qu'on a sorti des bons sujets là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est des pistes super intéressantes. Et du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette première conversation. Et du coup, on va laisser un petit temps de redescente pour nos auditeurs, nos éditrices, et puis pour nous, parce que c'était aussi une sacrée expérience. Donc, on va se prendre quelques secondes pour souffler, et puis pour moi te remercier, Laurie, pour cette discussion. Et puis pour te dire à très très bientôt. À très vite, et puis on va voir si dans les commentaires et les échanges qui vont être suscités, toute cette matière aura produit des nutriments intéressants pour les autres. Voilà. Nous espérons, en tout cas dans notre cas, notre sol à nous, c'est vous qui êtes là en train d'écouter nos voix. Donc on vous rend tout ça, et puis on vous laisse respirer un petit peu avant de repartir à vos activités banales ou extraordinaires, selon les cas et selon là où vous vous trouvez. Merci beaucoup et à très bientôt.